Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Molière, le plus grand comédien que la France a connu. Pourquoi son œuvre est si célèbre et pourquoi elle est toujours étudiée. Vous allez aussi savoir pourquoi on appelle le français la langue de Molière. Moi, c'est Fabien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fluidité pour débutants où je parle de culture française pour votre immersion, mais aussi de biographie de personnalités célèbres. Dans ce texte, je vais parler majoritairement avec les temps du passé. Molière est un surnom parce que son vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin. D'ailleurs, ce prénom composé Jean-Baptiste est toujours courant en France. Il est né à Paris en 1622 dans une famille bourgeoise, une famille riche. Son père était tapissier du roi, c'est-à-dire qu'il fabriquait ou réparait des meubles comme des fauteuils, des chaises et des lits. D'ailleurs, mon père est aussi tapissier. Quand il était petit, Molière aimait se promener dans Paris pour regarder les artistes de rue qui faisaient des spectacles avec des blagues et des acrobaties, un peu comme des clowns. Au collège, il a étudié les tragédies grecques et il aimait répéter les dialogues avec ses amis après les cours. Oui, à cette époque, les adolescents n'avaient pas les mêmes loisirs qu'aujourd'hui. Ensuite, Molière a étudié le droit, mais il était passionné par le théâtre. Il a fait la connaissance de la famille Béjart, une famille de comédiens. En 1643, il a fondé une troupe de théâtre appelée l'Illustre Théâtre avec les Béjart. C'est à ce moment-là qu'il a choisi le surnom de Molière. On ne sait pas exactement pourquoi il a choisi ce surnom, mais il pourrait venir d'un musicien nommé Louis de Molière. La troupe de Molière a voyagé dans toute la France, parce qu'il ne pouvait pas jouer à Paris. Jouer du théâtre à cette époque était difficile, parce que l'Église s'opposait souvent au spectacle. Durant leur voyage, le prince de Conti a vu une de leurs pièces et l'a beaucoup aimée. Il est donc ensuite devenu leur protecteur, ce qui a permis à la troupe de survivre financièrement. En 1658, la troupe de Molière est revenue à Paris. Ils ont eu l'opportunité incroyable de jouer devant le roi Louis XIV et sa cour au Louvre. C'était un moment très important et très stressant pour Molière et sa troupe. Ils ont d'abord joué une tragédie, mais le public s'ennuyait. Alors, Molière a présenté une comédie, Le Docteur amoureux, qui a beaucoup fait rire le roi. Louis XIV a tellement aimé qu'il est devenu leur protecteur officiel. En 1659, Molière a écrit Les Précieuses ridicules, une pièce qui se moquait des manières prétentieuses de certaines personnes de son époque. Il utilisait souvent l'humour pour critiquer la société. En 1662, il a épousé Armande Béjart, la plus jeune fille de la famille Béjart, qui jouait dans ses pièces. Ils ont eu un fils nommé Louis, et le roi Louis XIV en est devenu le parrain, un grand honneur pour Molière. Une des pièces les plus célèbres de Molière est Le Malade imaginaire, une comédie-ballet. Cette pièce parle d'un homme qui croit être constamment malade. Molière y critique les médecins de l'époque, en montrant qu'ils utilisent des termes compliqués sans vraiment soigner les gens. Malheureusement, Molière lui-même était très malade à cette époque. Et en 1673, après une représentation du Malade imaginaire, Molière est mort. On dit souvent qu'il est mort sur scène parce que ça symbolise son dévouement total à son art. Les œuvres de Molière sont encore étudiées à l'école et jouées au théâtre aujourd'hui. Elles sont considérées comme des classiques du patrimoine culturel français. Molière a apporté beaucoup de nouveautés au théâtre français en introduisant des éléments de la commedia dell'arte italienne et en créant des comédies qui critiquaient la société de son époque. C'est pour ça qu'on dit que le français est la langue de Molière. Ces pièces, comme Le Misanthrope, L'Avare et Le Bourgeois gentilhomme, sont encore très populaires et montrent toute la richesse de la langue française. Molière a su utiliser tous les registres de langue, du plus formel au plus familier, ce qui fait de ses œuvres une véritable représentation de la diversité de la langue française. Merci d'avoir écouté cet épisode
Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, merci de vous abonner, mettre un like ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Réécoutez l'épisode en lisant la transcription française pour vous entraîner ou avec les sous-titres sur la version YouTube. À bientôt!